Dans la nuit du 7 au 8 avril, le chef de la gendarmerie du Polisario, Eddah Bendir, a été tué dans des circonstances peu claires par une frappe aérienne marocaine dans une zone désertique près du mur de défense marocain, selon plusieurs médias. La mort de Bendir n'est que le dernier épisode en date d'une lutte vieille de plusieurs décennies entre le Maroc et la milice terroriste séparatiste du Front Polisario. Ces tensions se sont intensifiées en novembre dernier, lorsque Rabat a déployé l'armée pour déloger les mercenaires du Polisario et réouvrir la seule route du royaume vers l'Afrique de l'Ouest. La frappe furtive, qui a été effectuée par l'armée de l'air marocaine, a attiré l'attention à l'international, en raison de la première utilisation présumée d'un drone armé par Rabat. Comme l'ont rapporté divers articles de presse, une telle éventualité marquerait en fait la première utilisation connue d'un drone armé par le royaume, qui a entrepris un processus majeur de modernisation et de restructuration de ses forces armées, y compris le développement de capacités avancées de drones. Fin décembre de l'année dernière, Reuters a révélé que le Maroc était sur le point de conclure un accord avec l'administration Trump pour l'acquisition de 4 drones MQ-9B Sea Guardian de General Atomic, qui devraient bientôt être suivis par 12 drones Bayraktar TB2 de moyenne altitude et de longue endurance, récemment achetés par Rabat à la société turque Baykar, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 70 millions de dollars, comprenant 3 stations de contrôle au sol ainsi qu'un soutien technique et formation. À première vue, la dynamique de l'attaque, y compris le lieu très précis et les résultats chirurgicaux de haute précision qui en découlent, restent obscurs au point que personne n'est capable de confirmer ou infirmer l'utilisation ou non d'un drone armé. En fait, une situation plausible serait, par exemple, qu'un drone soit employé pour traquer l'unité du Polisario, la verrouiller pour l'artillerie ou les avions de chasse F-16 marocains, opérant à une plus grande distance, afin de ne pas compromettre l'opération. Une telle possibilité a été avancée par certains rapports, affirmant et parfois même spéculant sur l'utilisation de drones Héron non armés pour marquer des cibles au laser, puis les missiles hors-sol lancés par les avions de chasse F-16 marocains. La raison avancée par ces rapports est que le Maroc ne dispose pas de plateforme de drones capable de frapper au sein des forces armées marocaines. Ce sont des suppositions bien entendu, on ne sait pas. Après tout, selon les informations officielles, le Maroc ne dispose pas de drones armés, et ses autorités ont rarement commenté la question militaire, s'abstenant jusqu'à présent de confirmer la possession par Rabat de plateformes de drones. De toute façon, comme tout le monde le sait, l'armée marocaine est connue pour ses secrets qu'il ne divulgue jamais, gardant l'effet de surprise à ses ennemis lors des batailles. En réalité, le Maroc possède un certain nombre de drones utilisés à des fins de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Les articles de certains organismes de défense et, surtout, les images satellites ainsi que les vidéos publiées sur les médias sociaux révèlent que les forces armées du royaume chérifien utilisent des Héron-1 de fabrication israélienne, 3 Harfangs DADS et très probablement quelques Predator XP de General Atomics, acquis aux États-Unis ces dernières années. Il est à noter que le XP, qui est la version exportée de l'emblématique MQ-1 Predator, et le Héron-1 Harfang ne sont pas armés, tandis que les 4 MQ-9B Sea Guardians commandés aux États-Unis n'ont pas encore été livrés. Et les drones de combat alors? À mon avis, le Maroc en possède vraiment. Mais tout d'abord, on va éliminer par la preuve le fait que le Maroc n'a pas utilisé des avions F-16 en tandem avec des drones non armés. Pour commencer, l'utilisation du F-16 en tandem avec des drones nécessiterait d'importantes capacités d'équipe avec et sans pilote, ce qu'on appelle le MUMT, Manned and Unmanned Teaming, que le Maroc n'a jamais confirmé ou infirmé d'ailleurs en posséder. Donc personne ne sait. Bien sûr, Rabat est déterminé à améliorer cet aspect, comme l'indique l'acquisition de d'holodorécepteurs vidéo MUMT et des kits air-sol à utiliser avec les hélicoptères d'attaque Apache récemment achetés aux États-Unis, mais dont la livraison ne commencera que dans les prochaines années. Deuxièmement, les types de munitions suggérés par certains rapports, tels que l'AGM-114 Hellfire ou l'AGM-88, conviennent à un certain type d'hélicoptères et d'avions que le Maroc ne possède pas encore, qui sont spécifiquement utilisés contre des cibles telles que les défenses aériennes et les radars, plutôt contre des groupes de personnes plutôt mobiles. Troisièmement, il y a des preuves plutôt satisfaisantes suggérant que le royaume pourrait avoir une flotte de drones plus grande que ce que la plupart des analystes supposent, y compris des plateformes qui peuvent être équipées de munitions cinétiques, comme le drone chinois Winglong 1, qui sont probablement exploités à partir des aéroports militaires de Laayoune et peut-être même de Darla,
dans le Sahara marocain. Cela signifie qu'il n'aurait eu aucun sens d'utiliser un avion de chasse tel que le F-16, basé beaucoup plus loin et à des coûts opérationnels très élevés, pour une mission qui aurait pu être facilement accomplie avec un drone de combat, un simple aller-retour. On ignore si le ou les Winglong ont été acquis directement près de Pékin ou par l'intermédiaire d'un autre État, bien que le renforcement de la coopération avec les Émirats arabes unis, où circule un nombre non divulgué de ces systèmes, a pu jouer un rôle déterminant à cet égard. Il est intéressant aussi de noter que, selon un récent article de l'Arab Weekly, Rabat serait en train de finaliser un accord avec la Chine pour l'acquisition de plateformes Winglong, mais, comme les preuves présentées ici le suggèrent, elles ne seraient pas les premières à survoler les dunes du Sahara marocain, comme on peut le voir sur l'image. Tout bien considéré, alors que l'absence de tout commentaire ou confirmation officielle de la part des autorités de Rabat jette un voile d'incertitude sur cette question. L'hypothèse d'une frappe de drone semble hautement probable. Néanmoins, bien qu'il s'agisse de la première opération de ce type connue au Maroc, il convient de se garder de la qualifier de première du genre, car le royaume a une longue expérience des drones pour ses besoins en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance depuis les années 90, et, au cours de l'année dernière, il est passé à la vitesse supérieure en acquérant des modèles capables de frapper. En d'autres termes, depuis novembre 2020, il pourrait y avoir eu d'autres frappes de drones qui sont restées hors du radar, comme le dit un expert militaire marocain. Actuellement, les forces armées marocaines sont très compétentes en termes de pilotage et de techniques de drones, car elles utilisent ces technologies depuis 35 ans dans une myriade de missions de surveillance. La présence de moins d'une unité opérationnelle de drone, escadron drone, dont l'emblème s'affiche à l'écran, au sein des forces armées royales, confirme l'accent mis par Rabat sur le développement des capacités supérieures en matière de drones. Tout comme Israël ou la Chine, il est clair que Rabat tient à maintenir le secret sur sa flotte de drones et ses opérations, en particulier dans le contexte de la rivalité croissante avec l'Algérie voisine. S'ils sont autorisés, les deux achats les plus récents de drones avancés auprès des États-Unis et de la Turquie représenteraient une avancée très considérable pour les capacités militaires du royaume, les MQ-9B assurant un potentiel offensif inégalé, également dans des scénarios de combat multiples, et les TB2 turcs faisant de leur mieux dans les missions de contre-insurrection et de contre-terrorisme. Si et lorsqu'ils seront combinés avec les deux satellites de surveillance du Maroc, ces drones feront de l'inventaire de drones de Rabat l'un des plus puissants de la région, ce qui aura un impact profond sur la dynamique militaire et sécuritaire de ce dernier à une époque de concurrence géopolitique effrénée et de course aux armements généralisés. En outre, la décision d'acquérir le système anti-drone Bukovel AD de fabrication ukrainienne en 2019 s'inscrit également dans une stratégie militaire plus large qui prévoit une augmentation de l'utilisation des drones dans les conflits futurs. Ben oui, le Maroc utilise des drones, mais il sait aussi s'en protéger. En même temps, il convient également de noter que l'expansion potentielle de l'utilisation de drones de combat par le Maroc contre le Polisario pourrait progressivement pousser Rabat à institutionnaliser une approche plus agressive à l'égard du groupe séparatiste, ouvrant ainsi la voie à une saison de frappes ciblées visant à déstabiliser et à dégrader son moral, et aussi celui de sa maman l'Algérie. De toute façon, le Maroc doit se défendre et défendre son territoire par tous les moyens. Le problème consiste principalement à s'assurer que l'utilisation de drones armés est conforme aux normes et principes internationaux régissant l'usage de la force, car la ligne entre les risques et les avantages reste très floue. Politiquement, les effets déstabilisants des drones ne sont cependant pas toujours le résultat attendu. En Libye par exemple, l'utilisation des Bayraktar turcs a paradoxalement favorisé un retour à la table des négociations en inversant la tendance militaire en faveur du GNA et en forçant les forces de Haftar à choisir entre un mauvais cessez-le-feu ou une défaite militaire encore pire, ce qui a poussé certains observateurs à inventer l'expression « la diplomatie de Bayraktar ». Et pour finir cette longue vidéo, on peut dire que le Maroc possède vraiment des drones armés et qu'il maîtrise leur utilisation, mais que ces drones peuvent aussi paradoxalement agir comme un facteur de dissuasion, rendant trop coûteuse toute tentative d'offensive par le Polisario et sa marine contre nous. Le Maroc, via l'attaque du 7 et 8 avril, a envoyé un message très clair: à qui de droit?